à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Autant vous le dire de but en blanc, je n'ai pensé qu'à moi pour cette émission. Cette fille en rouge m'intriguait, je voulais en avoir le cœur net, la voir d'un peu plus près, la regarder dans le blanc des yeux et constater de visu si vraiment cette fille voyait la vie en rose. Parce que vous allez constater d'ici quelques instants, Odile Bailleul va vous en mettre plein la vue et dans toutes les couleurs. C'est sa marque de fabrique et je parie qu'à la fin de cette émission, si par hasard vous étiez du genre à broyer du noir et à faire grise mine, Odile va vous requinquer. Mais avant de l'accueillir sur le plateau qui est bien coloré, qui est plus coloré que d'habitude d'ailleurs ce plateau, c'est pas plus mal, j'embrasse mes chroniqueurs du mercredi. Je suis contente de vous retrouver, Aïda. Ah, nous aussi, mais je me rends compte que je suis la seule pas colorée sur ce plateau. C'est pas grave. Mais j'ai des livres gays aujourd'hui. Oui, et parce que vous revenez du salon de Paris. Je viens du salon de Paris, mais je vous ai choisi deux livres que j'avais lus juste avant, qui sont bien sympas, dans leur genre. Les deux m'ont plu, ils sont très différents, vous allez voir. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Et nous avons Baptiste. Eh oui. Et ça va bien ? Ça va très bien. Alors, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, un petit peu borderline. Première partie pipi, deuxième partie caca. Bien sûr, mais je vous rappelle que vous êtes sur une chronique jardinier-botaniste. Toujours jardinier-botaniste, toujours dans un grand sérieux, vous allez voir. On va même apprendre des mots nouveaux, à mon avis. C'est vrai ? Comme d'habitude. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Merci Baptiste. Alors, on est ravis de le recevoir sur le plateau de la grande émission. Odile Bailleul. Bonjour Odile. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Alors, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Tout à fait. Et je ne sais pas comment on a fait pour vous louper. Je me demande aussi, comme je ne passe pas inaperçu. Écoutez, voilà, vous ne passez pas inaperçu. Mais je le dis avec grande sincérité, j'ai fait cette émission parce que vous m'intriguiez et je trouve ça assez intéressant de parler de la couleur alors qu'on est au début du printemps. On va en parler ensemble. Mais vous êtes installée en Vendée depuis très peu de temps, en fait. Depuis 4-5 ans, oui. Ouais, alors c'est dans le sud Vendée. C'est dans le sud Vendée, à Saint-Martin-Lard, un petit village charmant. Juste à côté, pas très loin de Saint-Hermine. Depuis 4 ans, 5 ans en Vendée. Est-ce que c'est vrai qu'on vous surnomme la fille en rouge ? Oui, il faut dire que ma chevelure y est pour quelque chose. Ça fait déjà une quinzaine d'années que j'ai la chevelure flamboyante, donc voilà, ça marque les esprits. Donc je suis la fille en rouge. Et j'ai fait des petits dessins d'un petit personnage croqué comme ça, avec des cheveux rouges, et donc le surnom m'est resté. Alors, parce que votre premier travail, dites-moi si je dis des bêtises, hein, c'est l'illustration, c'est le dessin. C'est le dessin textile. J'ai une formation de dessinatrice textile. J'ai fait ça comme étude, donc aux arts appliqués, il y a maintenant fort longtemps. À Roubaix. Mais voilà, à Roubaix, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai tout de suite été freelance et donc proposé mes dessins à des industriels. Voilà, des choses qui seront après imprimées sur du tissu, imprimées sur du papier cadeau, sur plein de supports. Mais c'est toujours le travail de base, c'est de dessiner pour l'art appliqué. C'est-à-dire, c'est pas de la peinture accrochée au mur, c'est vraiment des choses qu'on va retrouver dans son quotidien. Des tissus, des tissus, des petits objets, des petites trousses, des petites poupées, des petits sacs. Donc, avant, je le faisais juste pour que les industriels, après, l'appliquent sur leurs propres produits. Mais depuis quelques années maintenant, je fais le travail de A à Z, c'est-à-dire du dessin jusqu'au produit final et la cliente, après, qu'on retrouve sur les salons ou sur les boutiques en ligne, après. Là, vous travaillez pour vous. Oui. C'est votre marque, c'est votre marque de fabrique, on va le dire, on va en parler, puis on va détailler ça tout à l'heure. Mais vous avez travaillé d'abord pour d'autres personnes, sans vous mettre en avant. Oui, tout à fait. En général, c'est le travail des dessinateurs. On est toujours un peu dans l'ombre comme ça quand on est freelance. Et puis après, les dessins qu'on vend, on peut les retrouver mal imprimés ou modifiés par la marque ou qui va en faire d'autres choses. On ne reconnaît pas toujours ses enfants, quelquefois. Et justement, c'est pour ça que vous êtes mis à votre propre compte, parce que travailler avec d'autres, ou pour d'autres, c'est ne pas forcément contrôler le dessin de A à Z. Oui, surtout que dans cette partie de ma vie professionnelle, j'avais un agent qui, lui, vendait ses dessins. Donc moi, je ne voyais même pas les clients, c'est-à-dire qu'il y a des salons professionnels où les dessins sont vendus, et moi, je ne savais pas comment aller finir les dessins, ni sur quel support. Donc c'est toujours un peu frustrant, parce que quand on les dessine, on les imagine sur des choses, et puis après, on ne les voit pas forcément grandir et réaliser. Oui. On a quelquefois des bonnes surprises. En faisant mes courses, je les retrouve sur de la porcelaine ou sur des serviettes éponges. Donc je dis, ça c'est un dessin, moi je suis ravie de reconnaître un de mes enfants dans la foule, mais je préfère quand même aller du processus du dessin jusqu'au bout. C'est votre façon de faire, voilà. C'est ma façon de faire depuis peu, puisque la technique l'autorise maintenant, et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, on peut faire des objets en petite série, on peut imprimer des petits métrages de tissu, ce qui laisse la porte ouverte aux créateurs pour développer justement leurs produits. Avant, c'était vraiment compliqué. Ouais, le dessin, ça vient d'où ? Vous avez toujours dessiné ? Oui, je dessinais déjà au collège.
Ouais, mais déjà, vous aviez... Non, déjà au collège, je créais des petits bijoux, je faisais des foulards en soie abominables que ma famille était obligée de porter. Et de porter. Voilà, donc j'ai commencé assez jeune. Et puis, tout de suite après le collège, j'ai pu faire les études de dessin, puisqu'à l'époque, il y avait une formation qui commençait là. Et donc, je me suis vraiment épanouie dans ces études, suivie d'une formation très pointue sur le textile. Vous avez travaillé dans la mode ou pas? J'ai travaillé un peu pour la mode, pour des choses ponctuelles, pour des défilés, pour des foulards, pour certaines marques de luxe. Mais là aussi, c'est rentré dans le moule d'une autre marque ou d'autres personnalités que la sienne. D'une autre patte. Mais ça oblige, c'est une bonne école, parce que ça oblige justement à avoir ce qu'on appelle beaucoup de mains différentes. Parce que quand vous proposez des dessins à des clients, vous faites des choses très figuratives, des choses qui vont être beaucoup plus gestuelles, des choses très différentes pour avoir un maximum de possibilités de vendre vos dessins. D'accord. Alors que là, je me spécialise plus vers les choses qui me tiennent à cœur, vers mon univers personnel, donc qui est plus reconnaissable. Quand on travaille en indépendante, il faut pouvoir offrir Bien sûr. différents types de dessins aux clients. Pourquoi vous êtes installée en Vendée? Parce que vous étiez à Paris avant. Alors j'étais à Paris, j'avais un amoureux qui habitait la Vendée, donc il a réussi à me convaitre de venir dans sa belle région. C'était vachement mieux ici. Voilà, ouais. Et je ne regrette pas, parce qu'effectivement l'environnement est quand même plus sympathique qu'à Paris. Bon, à Paris, on a d'autres choses, d'autres qualités, on peut faire des expos facilement, on peut faire plein de choses, mais malgré tout, comme je suis une grande bûcheuse, on va dire, quand je lève le nez de mon ordi ou de ma peinture, là je préfère voir mes moutons, mes petites poules, un joli jardin que les immeubles en face. Et puis aujourd'hui, on peut travailler de n'importe où. Et je pense aussi que j'ai pu m'installer là, parce que maintenant, avec Internet, effectivement, on peut, nous en l'occurrence, comme nous avons une boutique en ligne, on peut recevoir les commandes de partout, les gens viennent nous livrer à la campagne, donc on n'a plus ce frein, je pense, qui existait il y a quelques années. Qui facilite les choses. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler, je pense, en milieu rural. Oui. Comment on peut vous qualifier? Illustratrice, designer textile, couturière, artiste, artisan? Je ne sais pas, il y a un petit peu toutes ces étiquettes, je pense, mais c'est quand même dessinatrice, on va dire le point commun. Voilà. C'est toujours le dessin qui est à la source de toutes ces créations-là, que ce soit le dessin textile, ou après faire des recherches pour des petits livres, ou après ou de la peinture pure, mais c'est quand même le pinceau qui est... instrument. Qui est le fil rouge de tout ça. Alors après, mon support privilégié, c'est le textile, parce que je viens justement du Nord, qui est une région textile. Ouais. Mon grand-père était tailleur. Il y a quand même cette sensibilité de tissu dans la famille. Vous avez quand même baigné dans un monde de tissu, oui, mais tissu. Effectivement, la région de Roubaix est quand même une région où les gens faisaient de la couture, où il y avait des usines de tissus, de fils. Donc voilà, c'était quand même sensible dans mon environnement, et j'aime tout ce qui est textile depuis très longtemps. Vous aimez toucher le tissu? On est obligé de le toucher. Je veux dire, c'est quand vous allez choisir un tissu, si vous ne l'avez pas palpé, vous n'allez pas savoir si vous allez en faire un vêtement, un coussin, ou si c'est brodable. On est obligé de toucher. Est-ce qu'il y a un tissu qui vous rebute? Après, vous ne travaillez peut-être pas tous les tissus non plus qui existent. Non, je dirais la toile de jute ne m'inspire pas tellement, ni par son aspect, ni par sa couleur. Mais sinon, c'est beige. On peut même le teindre. Donc, rien n'est perdu, même pour la toile de jute. mais il n'y a pas de tissu. Le velours, je crois que vous travaillez beaucoup le velours. Alors, je travaille le velours parce que vraiment, c'est une matière qui est sensationnelle. Vous en avez là à côté de vous. C'est extrêmement doux. La couleur prend très bien dessus. En plus, là, on le fait imprimer en France. C'est un produit vraiment made in France. Et c'est un produit avec lequel on peut recouvrir ses sièges parce que c'est costaud. Donc, votre siège de bureau basique peut se transformer. Le Voltaire de mamie peut devenir absolument incroyable. On peut en faire des vêtements, des sacs. Donc, c'est vraiment une matière très, très attractive et qui, en plus, se brode. Je l'ai découvert récemment, je fais de plus en plus de broderie sur le velours. J'étais pas brodeuse dans l'âme. Ah oui, ça marche très bien. Je cherche mon petit... Le petit sac? Le petit sac que vous avez là, vous voyez, est complètement rebrodé après avec des petits rubans. C'est du velours, c'est la même matière que vous avez là. Et après, on retravaille dessus. Donc là, c'est vrai que c'est... Une autre façon de s'approprier les objets, c'est justement de pouvoir après rebroder dessus, retravailler. Les clients aiment ça. Enfin, on leur propose une chose et après elles peuvent en faire une autre. Ce qui veut dire que vous aussi, vous découvrez, vous revisitez ou vous redécouvrez certaines choses. Le fait de broder sur du velours, c'est très récent. C'est-à-dire que vous n'avez... Oui, parce que même si j'aime le tissu et si je couds depuis longtemps, je ne suis pas spécialiste du patchwork, je suis spécialiste de la broderie. Il y a vraiment des gens qui font des choses extrêmement pointues et fabuleuses. Et là, j'avoue que
techniquement, il y a des choses que je ne sais pas faire, mais quelquefois, quand on vient avec justement un œil neuf sur ces techniques-là, finalement, on n'a pas d'a priori. Moi, je brode des choses en plastique, je brode du lurex parce que je n'ai pas été apprise de mes règles. Ça se fait pas. Ça se fait avec du petit fil comme ci, comme ça. Non, là, je peux vraiment partir sur tout ce que j'ai en tête. C'est bien, pas avoir d'a priori. Oui, exactement. On va en reparler bien sûr, Odile, puis je voudrais savoir d'où vient cet amour de la couleur, parce qu'on va en reparler d'ici quelques instants. Mais d'abord, on va faire un point botanique. Alors, je ne sais pas si c'est un bois botanique ou avec Baptiste. Baptiste me fait peur. Alors, dites-moi tout. Aujourd'hui, c'est Huro. Huro pour la première partie. Et je vous présente le premier pisseur de jardin. Alors, juste pour faire un petit aparté, Baptiste. En fait, c'est une idée qu'on a eue ensemble. Et je lui ai dit, vous avez carte blanche. Mais bon, je ne pensais pas qu'il allait aller au bout de l'idée. Moi, j'adore les idées complètement folles. Alors. Premier pisseur de jardin, le fameux Manneken Pis. Ah bah oui. Manneken Pis qui a été créé en 1619. On n'imagine pas forcément qu'il est aussi vieux que ça. Et donc, c'est la plus vieille trace que j'ai trouvée de quelqu'un qui pisse au jardin. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui fait pipi au jardin. Exactement. Alors, Manneken Pis, en néerlandais, ça veut dire le gamin qui pisse, tout simplement. C'était un petit peu le trip de l'époque déjà pour rigoler et pour s'amuser. Ça n'a pas beaucoup changé. Pipi caca, ça marche depuis très longtemps. La preuve. La preuve. Donc vraiment, et c'est devenu un emblème de liberté, on va dire, de fierté bruxelloise pour cette irrévérence un petit peu humoristique. Mais uriner, ça peut être aussi sur la voie publique. Vous savez que c'est une chronique... Bien sûr. Voilà, uriner sur la voie publique. Oui. Et grâce à cette urine sur la voie publique, les botanistes que nous sommes faisons, par exemple, parfois des inventaires de végétation en ville. Oui, bien sûr. Entre autres, il y a des choses incroyables avec des plantes qui sont arrivées par les quais il y a des centaines d'années. On trouve des plantes complètement folles à travers les pavés. Et dans certaines rues, et dans certains endroits en France, là où les gens vont pisser, justement, on retrouve des plantes comme l'ortie et le sureau. Et pourquoi on retrouve ces plantes-là? Ce sont des plantes qu'on appelle bio-indicatrices. Bio qui voulant dire vivant et indicatrice pour l'indicateur. Ce sont des êtres vivants qui vont nous indiquer quelque chose. Et elles indiquent, ces plantes-là, un milieu nitrophile. Nitrophile, ça veut dire un milieu riche en azote. Parce que quand on urine, dedans, nous avons de l'urée. Il faut savoir que l'urine, c'est le résultat de la filtration du sang par les reins. Et donc, on filtre un composé qu'on appelle l'urée. Et l'urée, ça fait partie des nitrates. Et les nitrates font partie des engrais, l'azote, que l'on utilise dans le monde de façon très massive. C'est le premier engrais utilisé en agriculture. Et donc, l'urée va se dégrader en azote, assimilé par les plantes, et donc du coup, on va pouvoir trouver ces plantes-là. Donc si on trouve des orties sur le bas du côté ou des sureaux, c'est un endroit où il y a une accumulation de matière organique, un endroit nitrophile, c'est l'endroit où tout le monde va pisser, tout simplement. Voilà. Donc, rien qu'en faisant une petite balade en ville, je vous inviterai un jour, on fera une petite balade en ville, vous verrez, il y a plein de choses marrantes à trouver. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc voilà, ça c'est le côté pipi. Alors, nitrophile tout simplement aussi parce que on peut en faire des choses intéressantes, des toilettes sèches, regardez bien, quelque chose qui s'est fait de plus en plus. Donc on va pisser, ça va directement dans la botte de paille. Là on est au Hellfest. On est au Hellfest. Simple, pas loin. Exactement. On pisse dans la botte de paille, l'urée est concentrée dans la botte de paille. On prend la botte de paille, on la mélange, on l'ouvre, on l'aère et on va avoir un compost extraordinaire. Parce qu'on a l'urée, donc on a récolté naturellement cet azote et on va pouvoir enrichir les champs. Donc ça, c'est vachement bien. Sauf qu'en France, légalement, c'est interdit. C'est interdit. On ne peut pas faire pipi sur la voie publique. Alors, de faire pipi sur la voie publique, c'est une chose, mais d'utiliser l'urine humaine ou les déjections humaines en agriculture conventionnelle ou quoi, c'est pas vraiment autorisé. On a le droit d'utiliser du lisier, l'urine de porc, de vache, de choses comme ça, mais pour les humains, c'est pas vraiment autorisé. Parce qu'il y a des dérives. Si on a une infection, si on est sous antibiotiques ou autre chose, eh bien ça peut poser problème. Néanmoins, les Suisses sont en train de sortir au Rhin l'engrais de plantes à base d'urine humaine, voilà. C'est pas vrai, donc, ça c'est les Suisses, ça ? Bien sûr, on va vous vendre bientôt votre propre pisse pour nourrir vos propres géraniums. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'en finis bien sûr avec le fameux urine au jardin. C'est mon cadeau de Noël. Voilà, il faut le savoir. C'est un lit. Voilà. Ah oui, vous avez eu ça à Noël ? J'ai eu ça à Noël, mais je le voulais. Effectivement, l'urine au jardin et on vous explique de l'or liquide. Voilà, tout aux éditions Téhéran pour savoir comment récupérer cet or liquide. Il faut savoir que un demi-mètre cube d'urine sort de nous chaque année et que c'est autant d'économies que toute cette azote minérale chimique que l'on importe. Mais oui, mais on pourrait c'est une mine d'or. Soyons écolos
pissons dans des bouteilles, diluons, faut le diluer on 20 fois dans l'eau. On n'a pas le droit. Faut pas le dire. Parce que mon chat, il va dans une plante et c'est pas du tout ce que vous racontez là. Et non, ça fait crever la plante. Ben oui. Exactement, il faut le diluer 20 fois parce que c'est très riche en minéraux, en sel. Et il y a un phénomène d'osmose qui fait que l'eau migre de la plante vers le sel et donc du coup ça crame tout. Il faut diluer 20 fois et pas plus d'une fois toutes les 2-3 semaines. Diluez votre urine 20 fois. Merci beaucoup Baptiste. On verra la suite tout à l'heure. Avec plaisir. Qui me fait encore plus peur, on est d'accord? Encore plus peur. S'il y a pipi, il y a forcément un truc derrière. Merci beaucoup. Sans aucune transition, Aïda. Je savais, non, j'allais. Alors, moi aussi, on m'a dit que j'avais carte blanche. Mais là, pour le coup, je suis un peu perturbée. Alors, pour Aïda, me concentrer. soyons sérieux. Je vais essayer. Alors, moi, je vous ai choisi aujourd'hui 2 livres. Celui-ci, je vous en parlerai dans la deuxième partie. C'est une femme à la chevelure flamboyante et à la vie flamboyante aussi. Non, elle s'appelle Pamela Churchill. Vous allez voir, c'est une femme qu'on ne connaît pas du tout. C'est un parcours fabuleux. Et avant, je vais être un peu sérieuse. Enfin, je voulais être sérieuse au début, mais là, c'est compliqué. Non, mais rattrapez avec le jardin, c'est un peu compliqué. Je vais vous parler d'un livre que je viens juste de finir, que j'ai découvert ce jour-ci, qui sort là. Il s'appelle « Je reviens d'un long voyage ». Candide au pays des schizophrènes. Il est écrit par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Cognon. C'est un tout petit livre que j'ai trouvé très charmant, que j'ai trouvé... je voulais pas le lire parce que la schizophrénie, je me sens assez peu concernée pour le moment, en tout cas. C'est sur la schizophrénie. Et puis, ce sont des sujets qui sont très lourds, qui sont très complexes, qu'on n'a pas envie de le lire au printemps. Voilà. Ouais. Et en fait, il m'a embarqué ce livre. C'est l'histoire écrite par une personne qui a 48 ans. Il raconte son histoire. Il est tombé dans la schizophrénie à 20 ans. Et je le dis aussi parce que je ne savais pas que le cannabis pouvait déclencher des maladies psychiques qui étaient latentes en nous. Il y a pas mal de gens des schizophrènes, par exemple le chanteur de Pink Floyd qui a été déclenché par les drogues. Et lui, donc ce jeune homme, il déclenche la schizophrénie à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aurait jamais eu de sa vie, mais elle était latente. Et donc là, il a ses premières crises. Et c'est à partir de ça que 30 ans plus tard, il décide de faire ce petit livre qui ne nous raconte pas en quoi la différence est difficile à vivre, en quoi les hospitalisations sont difficiles, en quoi la vie avec une maladie à vie est difficile, en quoi les médicaments à vie donnent des effets secondaires. C'est pas du tout ça. C'est le regard de quelqu'un qui s'en amuse presque de sa maladie et qui nous donne envie de nous dire aussi, et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la folie a quelque chose de romantique. Exactement. À tous ces romantiques, là, ces jours-ci, on ouvre le 26 mars, on inaugure le musée Camille Claudel à Nogent. On en parle beaucoup. Camille Claudel, on en parle. Camille Claudel, c'est une magnifique... A-t-elle été vraiment folle? L'a-t-elle pas été? Une artiste magnifique, sublime, qui a fini, comme vous savez, sa vie en hôpital psychiatrique. Et puis d'autres, Van Gogh et tellement d'artistes sont touchés par les maladies psychiques. Moi, ça m'a fait penser à tout ça. Et puis j'ai été surtout... Pour le coup, en sortant de ce livre, je me suis intéressée à toutes ces maladies qu'on ne connaît pas, mais avec un regard bienveillant, en fait, parce que je n'ai jamais été malheureuse. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Il raconte des petites histoires de ses hôpitaux psychiatriques, de ses séjours en hôpital psychiatrique, et puis il va nous citer des petits mots. Une fois, il croise une bonne sœur schizophrène dans le jardin. Alors, vous savez, si on est... je ne sais pas qui dit, je crois que c'est des proches qui disaient ça. Si une bonne sœur parle à Dieu... enfin, je ne sais plus la phrase. Si on parle à Dieu, on est croyant. Si Dieu vous parle, vous êtes schizophrène. Exactement. Elle est un peu mieux que ça. Si Dieu vous répond, c'est que vous êtes schizophrène. Voilà, si Dieu vous répond, voilà, c'est ça. Si Dieu vous répond, c'est que vous êtes schizophrène. Ce sont des petits passages comme ça. On apprend aussi des choses sur les relations sexuelles en hôpital psychiatrique, évidemment complètement interdites. Mais c'est un livre. Il paraît aux éditions Frison Roche. C'est difficile à raconter parce qu'il n'y a rien à raconter. C'est très beau. Et Candide, ça dit bien tout de ce livre. La couverture aussi, c'est un livre de cette couleur-là. Moi, je vous le conseille. Il coûte 13 €. C'est super, c'est une super idée. Merci beaucoup, Aïda. Tout à l'heure, on parlera de Pamela. Ah oui, vous allez voir, c'est autre chose. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler couleur avec Odile Bailleul. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à Odile Bailleul. Odile qui est designer textile, artiste, illustratrice, dessinatrice.
son dessinatrice, plein de choses. Et comme vous pouvez le constater, le plateau est très coloré. On en parle avec elle. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Baptiste. Et puis on verra dans la troisième partie la fin de la chronique d'Aïda. Odile, d'où vous vient cet amour de la couleur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez savoir, peut-être parce que je viens justement du Nord et qui est une région peut-être pas très colorée ni très ensoleillée, donc j'ai peut-être compensé ça très vite, mais je sais pas, une envie déjà de me démarquer, je pense, dans les vêtements, dans la façon dont je me présente aux autres. Être coloré, je trouve que c'est une façon de se mettre en relation. Ouais. Les gens vous adressent assez facilement la parole, je trouve, quand vous êtes pleine de couleurs, pleine de fleurs. Les gens viennent vers vous assez spontanément. Et puis je pense que ça leur fait du bien. C'est ce que j'avais cité dernièrement sur une interview. On était sur un salon peu de temps après les attentats à Paris. Oui, j'allais et vous vraiment questionner 2 jours là-dessus. après. Et on était dans le métro parisien et c'était vraiment terrible. Enfin, les gens avaient une mine. C'était très triste. Et puis plusieurs personnes, parce que moi je portais un vêtement qui était très coloré parce qu'on était sur le salon. Mais de toute façon, je le porte tout le temps. Mais les gens venaient me dire merci, ça nous fait du bien. Ouais. Et en fait, je me rends compte que cette exubérance, ça peut aussi apporter de la bonne humeur et du bien-être aux gens. Je pense que c'est très triste quand tout le monde est vraiment habillé dans des tons foncés, inconsciemment, ça doit influencer quand même le moral, je pense. Donc peut-être que c'est ce qui m'évite la schizophrénie, toute cette couleur, Peut-être. voilà. Je ne pense pas faire partie des artistes maudits. C'est peut-être grâce à la couleur. Ouais, mais je sais pas, est-ce que vous avez grandi dans un milieu où c'était très coloré ou est-ce que Non, pas forcément. spécialement. J'ai pas. Et depuis toute petite, vous êtes. Toute petite, non, je dirais à partir de mes années d'études artistiques, puisque là, je me suis rendu compte que le regard des autres, finalement, n'était pas aussi peut-être contrariant dans une école d'art. Je veux dire, tout le monde est habillé de manière originale. Les professeurs ont vous incitent plutôt à faire ça. Donc, j'ai vraiment pu m'épanouir dans ce goût-là et puis me dire que l'opinion des autres, tout au moins dans ce domaine, n'était pas un frein. N'était pas un frein à la création et à votre... Oui, et puis c'est même au-delà de la création, c'est carrément un mode de vie, c'est une façon de penser. C'est un mode de vie, mais je veux dire, je m'habille le matin comme je dessine une illustration, c'est-à-dire que c'est créer un petit personnage comme on aimerait le voir dans un livre pour enfants, c'est que le petit voisin se dise, oh là là, quand j'étais petit, dans ma rue, il y avait une dame trop bizarre. Voilà, je veux dire, c'est créer ce petit personnage dans cet univers, dans la maison, voilà. Même dans ce que je cuisine ou dans ce que je vais mettre à table, il y a toujours des fleurs dans la salade, il y a toujours des petits éclats de couleurs. La petite touche. Mais c'est ce qui met un peu de poésie quand même dans le quotidien. Enfin, se croiser dans la glace tous les jours, vaut mieux être habillé comme ça qu'avec un pull informe bleu marine au bout et tirer une tête de 6 pieds de long. Enfin, je veux dire, c'est bon pour tout. Alors, qu'on mette les choses au clair, est-ce que le noir et le blanc sont une couleur ? Je dirais que ce sont des exhausteurs de couleurs, particulièrement le noir. J'en utilise parce que je trouve que c'est ce qui va mettre en valeur les couleurs très lumineuses. Le blanc, ça va apporter une certaine fraîcheur aux couleurs alentours, mais je les utilise pas telles quelles. Voilà, je m'habille rarement. Vous rajoutez quelques... Oui. Est-ce que vous habillez en monochrome ? Rouge. Quand il y a du monochrome, c'est plutôt du rouge. Ma garde-robe est composée de choses plutôt dans une gamme chaude, mais ça va aussi bien de l'orange jusqu'au vermillon, jusqu'au pourpre. Enfin, la gamme de couleurs est vraiment énorme. Donc, pourquoi se cantonner à... En tout cas, il y a des choses qu'il n'y a pas dans ma garde-robe. Le bleu marine, le cacadois, le marron, le vert bouteille. Non, ça, c'est pas pour moi. Il y a vraiment des couleurs qui vous rebutent ? C'est difficile à dire parce que quand vous allez les mélanger à d'autres, une couleur qui peut ne pas vous plaire dans l'absolu, à côté d'une autre, elle va être fabuleuse ou ça va être justement un faire-valoir d'une autre couleur plus éclatante. Donc il n'y a pas de choses qui sont proscrites. Après, je vous dis par goût, il y a des couleurs foncées ou sombres ou ternes que je n'utilise pas dans ma garde-robe, mais dans les dessins un peu. Et par contre, vous parliez du rouge, c'est votre couleur de prédilection ? Oui, parce que je trouve que c'est vraiment une couleur énergisante, le rouge. Parce que c'est la couleur de la passion aussi, c'est pas anodin, le rouge. Non, mais le rouge se décline vraiment à partir des orangés qui vont être très, très exubérants, très joyeux, le rouge profond qui va être plus mystérieux, plus sexy, ou le rouge presque noir qui va devenir très chic ou voire inquiétant. Enfin, la palette de rouge en elle-même, elle a vraiment tellement de possibilités que
Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. On peut s'habiller en rouge sans... Oui, on peut... Oui, selon son humeur, voilà, ça va pas être la même chose que vous habiller avec de l'orange et une petite pointe de mauve pour le faire ressortir, ou voilà, un rouge cardinal avec un vêtement pourpre à côté ou violine à côté, ça va donner autre chose. Ce qui veut dire qu'il faut savoir aussi associer les couleurs. C'est-à-dire que c'est pas une question... Oui, alors de par mon métier, c'est vrai que ce sont des choses que j'ai quand même appris et puis que je pratique. C'est comme des gammes. Je veux dire, je dessine tous les jours et je manipule les couleurs tous les jours. Je pense comme un musicien va le faire. Donc forcément, cette sensibilité-là ne fait que s'accroître. Et j'y suis sensible aussi bien dans le jardin. Voilà, une association de couleurs avec... surprenante, enfin, je veux dire, quelquefois effectivement un bleu incongru va faire ressortir d'autres choses. En jardin, il y a assez peu de bleu, même s'il y a de plus en plus de plantes comme ça qui nous sont proposées. C'est vrai que ça n'aura pas le même rapport qu'une fleur rose ou rouge, plus commune. Il y a vraiment des choses qui vous excitent l'œil partout, tout le temps. Et est-ce que vous choisissez une couverture de livre en fonction de la couleur de la couverture ? Je pourrais. En tout cas, les bouteilles de vin, oui, très, très clairement, c'est l'étiquette. Donc les livres. Donc les livres, ça pourrait être ça aussi. On va en reparler évidemment de la couleur et puis de vos productions, entre guillemets, parce qu'il y en a plein ici sur le plateau. Baptiste. On continue dans le cacadois, dans le scato. Donc après le pipi, bien sûr, le caca. Alors petit rappel historique au niveau jardin. La majorité des légumes cultivés à Paris au XVIIIe siècle étaient fertilisés à la poudrette. La poudrette, c'était les excréments parisiens chauffés. La poudrette, c'est très classe. Poudrette, pour dire on chauffe, poudrette. On réduit en poudre et puis on met la poudrette. Voilà. Donc ça, c'était la poudrette à l'époque. Et sinon, je vous ai trouvé quelques plantes. Alors première plante. Vous faites peur. Première plante, Jaborosa sativa, une plante de la famille de la tomate, originaire d'Argentine, très rare, quasiment jamais visible en culture. C'est ce qu'on voit au milieu, hein. C'est ce que l'on voit. Alors ça, ce sont les fleurs que l'on voit. D'accord, oui, c'est la totalité. Il y a un peu de feuillage autour. D'accord. On pouvait la voir parfois au potager extraordinaire à la Motte-à-Char, mais il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut la voir. Et donc cette fameuse plante a la fâcheuse tendance à avoir un parfum qu'on dit crotte de chien. Voilà, donc ça a marqué des générations de visiteurs. Vous savez que plusieurs dizaines d'années plus tard, j'ai jamais eu l'occasion de la sentir. J'espère que cette année, on arrivera à la retrouver pour... oui, moi aussi, j'espère. Voilà. Mais ça a marqué des générations de visiteurs. Il y a des gens encore 10 ans après qui nous en reparlent. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez improbable. Ok. Autre plante, celle-ci, elle est vraiment bizarre. Alors là, c'est quoi, on dirait un truc carnivore. C'est entre le potiron, la limace. Et le crocodile. Ouais, il y a un côté vraiment bizarre. Une bête mystérieuse. Alors ça, c'est Hydnora africana. Donc là, on part en Afrique australe. C'est une plante parasite. Donc c'est une plante qui ne fait pas de feuilles. C'est une plante qui se nourrit sur les racines des euphorbiacées, donc une famille un peu spécifique. Et elle colonise ses racines et elle sort de terre uniquement pour faire sa fleur, qui est celle-ci. Une fleur un peu particulière qui a les sépales en écailles. Oui, très orange quand même. Très orange. Très orange pour... c'est top. Voilà, ça au niveau pictural, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. L'odeur en moins. Vous allez partir avec des idées, Odile, ça va être sympa. Donc ça a des écailles au niveau des sépales très serrées et ça va attirer bien sûr tout ce qui va être attiré par l'odeur de crotte, puisque ça a vraiment une odeur d'excréments très forte. Et donc tous les coléoptères qui sont des détritivores des excréments, des mouches, etc., vont être attirés, vont rentrer en forçant vraiment sous ces écailles qui protègent la fleur, ne pourront pas s'échapper, vont être piégés, et en se débattant, vont polliniser cette plante-là sans le vouloir. Une fois pollinisées, les écailles s'ouvrent et libèrent les insectes. Donc, c'est horrible. C'est assez extraordinaire. Ils sont vivants, ils ne les mangent pas. Voilà. Mais bon, ils sont attirés vraiment par cette odeur d'excréments assez marquante. Et dernière plante, voilà, assez étonnante, une plante carnivore qu'on appelle donc népenthes. On connaît beaucoup de népenthes qui sont vendues même en jardinerie. Celle-ci est un petit peu spéciale. J'ai mon collègue du jardin botanique de Rouen, qui est Clément, qui m'a gentiment envoyé cette photo qu'il a prise à Bornéo, puisque c'est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est, qui vit entre autres sur le mont Kinabalu. Et ça, c'est Népenthes lowi. Et Népenthes lowi, c'est en fait un toilette géant
pour mammifères. Alors tout simplement parce que ça attire le mammifère qui va pouvoir lécher cette petite partie au-dessus, voilà, qui normalement est au-dessus pour empêcher l'eau. Comme une toilette. Normalement, oui. Mais non, mais c'est vrai, comme normalement, une c'est pour cuvette. faire un parapluie, pour éviter que l'eau tombe et dilue les espèces de sucs gastriques entre guillemets qui pourraient. Voilà. Là, c'est tout l'inverse. Non, il soulève pas. Elle est comme ça. Mais il lèche ce qu'il y a là. Et ce qu'il lèche là, c'est hyper laxatif. Et aussitôt après, direct caca. Voilà. Et donc, il fait caca là-dedans. Et la plante se nourrit finalement de ses excréments. Parce que les plantes carnivores, il faut savoir qu'elles sont devenues carnivores parce qu'elles ne trouvaient pas dans leur milieu de l'azote. On a parlé tout à l'heure du pipi, très raccord. Et donc du coup, ne trouvant pas d'azote sur ces milieux spécifiques, ils ont trouvé des stratégies pour la récupérer. Et la stratégie qu'a trouvé cette plante carnivore, c'est d'attirer les mammifères pour qu'ils fassent caca en elles. Mais je trouve ça dingue et en même temps je trouve ça très écolo. Ouais, mais c'est écolo et la nature est hyper bien faite. Complètement folle. Ça pourrait faire une magnifique cuvette contemporaine. Donc on n'est plus dans le carnivore, on est dans le crotivore. D'accord, crotivore. Je suis assez bluffée. C'est une blague, hein. Je pense pas que ça existe. Crotivore ? Crotivore. Bah déposez le truc. Hein. C'est fini. C'est fini. Voilà, Euroscato, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Baptiste. De rien, Belle. Merci beaucoup. Sans aucune transition, on va reparler des productions d'Odile. Bailleul. Moi, j'ai été assez frappée parce que je trouve que la tendance en ce moment, quand même, au niveau déco et même objets, coussins, etc., c'est très scandinave. C'est très beige. Et encore, je trouve qu'il y a un retour au vert avec des visuels de palmes ou des choses comme ça. Et alors, vous y allez carrément, quoi. Vous allez vraiment à contre-courant du côté un peu mode. Je ne suis pas les tendances. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas, disons-le franchement. Ouais. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est le textile des régions lointaines, le folklore, tout ce qui est art populaire. Voilà. C'est cet univers-là qui me stimule, qui m'apporte des idées. Et donc, c'est essentiellement ces formes-là que j'ai envie de travailler. Alors, effectivement, ça peut être la mode du Scandinave. L'année prochaine, ça sera le Japon. L'année suivante, ça sera peut-être l'Afrique ou j'en sais rien. Alors, quelquefois, il y a des choses dans ces tendances qui vont m'inspirer aussi, qui vont provoquer des envies. Mais je vais pas suivre la mode sous prétexte que c'est ça qui est tendance à un moment. Finalement, je me rends compte qu'il y a un public pour ça, qui va aimer aussi ces choses très colorées, très bigarrées. Et finalement, ce public-là va se retrouver sur notre stand ou avoir nos produits. Donc, plutôt que de travailler dans l'absolu pour tout le monde, autant creuser ce petit univers-là qui va plaire à certains publics. Quel est votre public d'ailleurs ? Qui vous achète vos créations ? Alors, c'est des dames qui aiment effectivement la couture, forcément, puisque c'est un médium textile. Mais finalement, je suis suivie aussi sur les réseaux sociaux par des gens qui ne font pas forcément de couture, mais qui aiment voir ce processus créatif se mettre en route. Parce que je partage assez facilement le début d'une histoire pour montrer un tissu, ou les peintures de fleurs que je fais, parce que la botanique est quand même une belle source d'inspiration. Donc, il y a un public pour ça, même si ce n'est pas forcément un public d'acheteurs, mais c'est au moins des gens qui sont sensibles à cette évolution dans le travail. Et, voilà. Après, au niveau textile, il y a des dames qui vont faire du patchwork, parce que il y a quand même toute une partie des couturières qui aiment ça, d'autres qui font des vêtements. Il y a un renouveau quand même de ce loisir. Il y a des émissions de télé maintenant sur la couture, ça se rajeunit quand même, même sur le crochet, sur le tricot. Le loisir créatif aussi, je suppose. Oui, tout à fait. Donc on voit un engouement pour la couture revisitée, c'est-à-dire des choses plus rapides. C'est pour ça que les kits qu'on propose plaisent, parce que c'est du tout en main, c'est fait rapidement, elles ont un résultat sûr puisque le tissu est imprimé déjà, donc elles ne peuvent pas se tromper entre guillemets, c'est un résultat assuré, et sur d'un public un peu plus jeune, donc pour faire des petits vêtements d'enfants, pour faire des petits doudous, pour faire quelque chose qu'on ne veut pas retrouver sur la copine d'à côté. Sur la copine d'à côté, puis qu'on veut avoir la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait le petit doudou pour mon petit-fils, ou préparer la chambre du bébé qui va venir avec des choses qui sont vraiment très particulières. Oui, il y a vraiment un public pour ça. On va reparler aussi de votre présence sur Internet, parce que c'est aussi ça qui a fait monter un peu votre activité, et la facilité d'accéder, d'ouvrir votre public aussi. Mais ça, on va en parler dans la troisième partie de cette grande émission. On se retrouve juste après une courte pause et on aura la suite de la chronique d'Aïda.
retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission haute en couleurs, consacrée à Odile Bailleul, qui est designer textile, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau et qui est venue avec plein de choses. On va faire un petit tour de ce que vous nous avez apporté, Odile, d'ici quelques instants. La suite de la chronique d'Aïda, qui revient du Salon de Paris, du Livre de Paris d'ailleurs. Odile, vous avez amené plein de trucs. Je voudrais qu'on parle des souris, quand même. Oui, des souris. Parce que les souris, c'est quand même... Elles ont eu une part particulière dans notre univers, parce qu'à l'origine, c'était un petit kit avec ce petit personnage que j'avais créé, et je l'ai mis en scène pour le présenter sur Internet. Et les mises en scène se faisant de plus en plus élaborées, je me suis rendu compte que vraiment, elles accrochaient bien. Et il y a eu de plus en plus de commentaires et d'interactions avec ces petites souris. Donc, de 1, de 2, de 10, je suis arrivée à 200. Donc, voilà, il y a eu quand même... Oui. Et ça prolifère vite, les souris. Donc je leur ai fait vraiment tout d'un univers. Elles ont des magasins, elles ont une école, un cirque. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une petite ville. Et d'ailleurs, il y a eu une belle exposition l'an dernier au Salon L'Amour du Fil avec ces 200 souris qui étaient présentées et qui ont eu du succès. Elles se sont déclinées aussi en petits livres, puisque c'est des petits héros vraiment charmants pour les enfants. Donc il y a eu des petits livres photos qui ont été réalisés avec ces petits personnages qu'on voit mis en scène. Qui plaisent bien donc à des tout petits, puisque ce sont des livres en carton. Mais ça, les souris, je peux avoir un kit. Vous pouvez avoir un kit et les fabriquer vous-même. Alors voilà, soit des petites souris en petits sous-vêtements avec les petits patrons de vêtements, comme ça vous leur faites les vêtements à votre goût, en dentelle, en lin, en ce que vous voulez. Ou alors des souris qui sont déjà imprimées avec leurs petits vêtements, qui sont un peu plus faciles à coudre. Mais bon, c'est pas du kit de débutante. Il faut déjà être un petit peu habile. On a des kits beaucoup plus simples. Si vous voulez faire des petits oiseaux comme ça, il vous faut une demi-heure. Ça, c'est vraiment facile. Et on fait vraiment très très mauvais en couture. Ça, c'est ce qu'on fait en atelier avec des enfants. Donc, je pense que je peux m'y mettre. Je pense que je peux m'y mettre. Mais là, il y a plein de doudous. Vous avez des doudous alors, aussi. On a un nouveau support qui est le jersey, qui est vraiment une matière aussi très agréable. Là, il nous faut une petite farandole. Et donc là, ce sont des petits doudous à mâchouiller comme ça, avec des grands bras pour que les bébés sucent leur pouce avec. C'est des petits objets très câlins. On a aussi des petites fées, vous voyez. Les petites fées. Il y a les petits kits de tissu aussi qu'on peut... Ça, c'est plutôt pour les dames qui font du patch ou de la couture. C'est des petits métrages de coton. Mais sinon, en petit doudou, on a toute une panoplie, des choses plus enfantines, comme les petits oiseaux, les petits doudous, des choses à faire avec ou pour les enfants. Et après, on a aussi une gamme un peu plus adulte, avec des sacs, des petits accessoires qu'on va pouvoir transporter et assortir à ses tenues éventuellement, parce qu'on peut faire la petite robe, le petit sac qui va avec. Total look. Comment ça se passe au niveau de la création ? Vous avez une idée de dessin ? Par exemple, des pivoines. Comment ça se passe ? Il n'y a pas vraiment de recette. C'est-à-dire que je pense que quand on est créatif, on a tout le temps l'esprit qui travaille. Donc, c'est-à-dire que là, je vais peut-être tilter sur le tissu de votre veste en me disant j'ai remarqué l'effort, c'est fabuleux. Si je devais la mettre, c'est aujourd'hui. Donc, ça me met de bonne humeur. Reconnaissez que d'avoir des fleurs sur soi, on est quand même tout de suite plus gai. Et se dire, un tissu avec des fleurs de différentes tailles, c'est peut-être une bonne idée. Après, je vais peindre des fleurs et je me dire, ce placement, là, ça peut peut-être fonctionner avec ces fleurs. Donc, ça va être des sauts de puce comme ça, de choses vues, de juxtaposition. Par exemple, si j'ai des rubans sur la table, au même moment, je vais peut-être me dire, ça serait amusant de faire des volutes de rubans en contrefond des fleurs. C'est de faire des associations perpétuelles pour créer quelque chose d'original. Vous arrêtez de travailler des fois ? Non, je déteste partir en vacances, sauf quand je peux amener tout l'atelier avec moi. Donc, il faudrait. Et d'ailleurs, sur votre, je ne sais pas si c'est sur votre site internet ou sur votre blog, il y a une chose qui est très drôle. Vous avez marqué que vous faisiez partie de l'ordre des couturières insomniaques. Oui, j'ai la médaille, vous voyez. Je suis venue avec. Mais c'est parce que je me lève très tôt en général. Donc. Mais quand vous avez une idée, comment ça se passe ? Il faut forcément qu'elle sorte de votre tête. Alors, j'ai souvent des petits carnets avec moi parce que les idées venant n'importe où, il faut tout de suite pouvoir l'écrire et la cristalliser, parce que sinon c'est assez évanescent. Donc je remplis des carnets de petits croquis que parfois je ne regarde plus jamais, mais au moins l'idée a été concrétisée. Et après, c'est se mettre à l'ordinateur si c'est un travail qui se fera complètement à l'ordinateur, puisque je travaille à la palette graphique. D'accord. Ou alors faire un travail dessiné directement, plus classique. Ça dépend vraiment du style de dessin qui va être mis en avant. En ce moment, vous travaillez quoi comme... Alors, en ce moment, c'est le printemps, donc je suis, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est toutes ces petites floraisons, la printanière très éphémère qu'il faut vraiment saisir. Alors, là, toute affaire cessante, même si j'ai d'autres choses à faire, c'est pas grave, il faut tout lâcher, parce que le magnolia, la fleur va être jolie 2 jours, après elle va devenir déplumée, marron, pour peu qu'il y ait de la pluie ou autre chose. Donc tant pis,
il faut pas de ménage, pas de cuisine. C'est pas grave, mais au moins la fleur est faite. Et après, ça va peut-être resservir, peut-être pas, hein, mais ça va peut-être resservir sur un tissu ou sur une autre création. D'être marié avec des portraits, marié avec d'autres choses. On ne sait pas à l'avance, c'est ça qui est bien. Donc vous êtes peintre aussi? Je suis peintre, oui. Peindre à l'huile, c'est vraiment une technique. Alors souvent, mes peintures à l'huile sont assez études documentaires, on va dire. C'est vraiment les fleurs, les fruits, les légumes qui sont mes sujets de prédilection, peinture à l'huile. Ils sont plus sur ce qui rappelle les gravures de botanistes qu'il y avait dans l'ancien temps, c'est ça? Donc c'est surtout cette partie-là, parce que le jardin est une mine de sujets. Et puis après, en ce moment, là, c'est ce qu'on voit, je suis assez branchée portrait. C'est une phase comme ça va peut-être durer un mois ou deux. C'est pas ce que ça va donner, peut-être des choses à broder, peut-être des choses imprimées, ou alors peut-être que je passerai carrément autre chose. On va parler aussi d'Internet et des réseaux sociaux et de votre blog et de votre site où on peut commander d'ailleurs sur le site, on va en parler d'ici quelques instants. Mais Aïda, on fait un point sur Pamela Churchill. C'est ça? Que vous connaissez, je ne savais pas si j'attendais ou pas le Non, allez-y, je vous en prie. J'y vais alors. Vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Pamela Churchill, le nom? Je sais que c'est Pamela Popo pour faire le lien avec le produit. Non, pas du tout. Écoutez, moi, quand j'ai découvert le livre, je ne savais pas du tout qui était Pamela Churchill. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas la femme de Winston Churchill. Exactement. Est-ce que c'était sa femme? Donc, je me suis jetée sur ce livre, parce que si on l'a tellement caché, sa femme, c'est qu'il y avait forcément un truc. Ce n'est pas sa femme, c'est sa belle-fille, l'épouse de son fils. Je vais vous raconter un peu l'histoire, parce que c'est une histoire très amusante, que celle de cette jeune fille magnifique, cheveux roux, une vraie anglaise, un peu rondelette, élevée dans l'aristocratie anglaise, élevée à une époque où les aristocrates n'ont pas d'argent ou très peu, et où les filles sont élevées surtout pour devenir des bonnes parties de mariage. Donc elle et ses sœurs sont élevées pour ça. Elle arrive à 17-18 ans à l'âge d'être présentée. Alors Pamela déteste la chasse à courre, déteste la campagne, déteste la boue. Elle s'ennuie à mourir et n'est pas du tout enchantée à l'idée de passer une vie de bonne mère de famille avec beaucoup d'enfants, chasse à courre, boue, etc. Donc lorsqu'on va l'amener à Londres pour l'introduire, la présenter à la cour, elle trouve moyen de se carapater en douce pour faire soi-disant des études à la Sorbonne. Elle passe ses journées au Ritz avec Hemingway, entre autres, au bar du Ritz. Et pour la petite histoire, elle finit sa veille de manière aussi flamboyante qu'elle la commence, puisqu'elle meurt dans la piscine du Ritz à 76 ans. Alors, entre ces deux moments... C'est classe de mourir comme ça. C'est pas mal, je trouve que ça lui ressemble bien à cette fille-là. Alors, que se passe-t-il entre la jeune fille de 19 ans qui boit au Ritz avec Hemingway et la femme qui meurt dans la piscine du Ritz? Celle qui meurt, c'est l'ambassadrice des États-Unis. Donc, c'est une vie incroyable. Comment elle épouse Rodolphe Churchill? Elle sort du Ritz, elle est bien alcoolisée, on lui présente un garçon, il s'appelle Rodolphe, il est ivre-mort. À la fin de la soirée, une soirée bien olé olé, il lui propose de l'épouser. Ce à quoi elle répond « Ok ». Oui. Et donc, elle se marie avec ce garçon. Winston Churchill n'est pas encore le Premier ministre anglais, mais très peu de temps après, quelques mois après, il le devient. Et voilà comment cette jeune fille, toute jolie, toute mignonne, assez frivole, faut le dire, à l'époque, se trouve propulsée dans le petit carré très fermé des gens qui ont géré la guerre et l'après-guerre. Alors, elle est là pour quoi faire? Elle écoute, elle intéresse Churchill, elle a des longues, parce qu'il était insomniaque, elle a des longues discussions sous les bombes, la nuit à Londres, avec le vieux Churchill. Moi, je me demandais s'il s'aimait pas bien un peu. Il buvait... Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faisait dans la cave contre les bombes tous les deux, mais en tout cas, elle lui tenait compagnie, elle lui enlevait les angoisses, et donc ça dure un bon moment, jusqu'au jour où Churchill se rend compte que cette fille, finalement, elle est assez intelligente et il la charge d'une mission, c'est d'essayer d'aider au rapprochement entre l'Angleterre et les États-Unis, les États-Unis de Roosevelt. Et comment elle va faire ça? Elle va faire ça comme Pamela. Donc un jour, elle va à une soirée, elle est super magnifique. Elle rencontre un garçon, elle ne savait même pas que c'était le diplomate dépêché par Roosevelt pour discuter avec Churchill. Le monsieur ne connaissait pas Churchill. Pamela ne connaissait pas le monsieur. Elle arrive, elle est sublime. Lui, il tombe raide dingue amoureux d'elle en 30 secondes. Ils finissent la soirée. Les bombes tombent sur Londres. Ils finissent, c'est très romantique, dans un lit avec un glaçon. Je ne vous raconte pas ce qu'elle lui fait avec le glaçon, mais le mec va l'épouser 40 ans après, un souvenir du glaçon. Et c'est comme ça. Elle commence à lire comme ça. Il n'y a pas mieux que dire ça. Alors, voulez-vous? Oui, mais j'adore. Très vite, maintenant, je vais vous dire, j'ai fait la version très, très romancée. J'ai lu ce livre de A à Z parce que je trouve son parcours, il est phénoménal. Il y a Ali Khan, il y a Frank Sinatra, il y a Agnelli, il y a des noms
toutes ses amants sont très connus. Il y a Rothschild. Elle fréquente toute le Gotha, elle a une vie absolument mondaine, mais c'est une fille intelligente. C'est une fille, elle finit ambassadrice des États-Unis de Bill Clinton. Elle a 76 ans, on ne peut pas l'accuser de trop de trucs. Donc, elle meurt dans la piscine du Ritz, pas ivre-mort comme on pourrait l'imaginer, mais d'une crise cardiaque, ou d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Alors, pourquoi moi je l'aimais parce que Stéphanie Deshaies, l'auteur, a eu un vrai coup de foudre, je crois, pour ce personnage-là. Elle nous le décrit avec beaucoup de sincérité, avec un grand amour. Et finalement, ce qu'on se dit à la fin, c'est que était-elle une courtisane, était-elle une espionne, peut-être était juste une femme amoureuse de l'amour. Et c'est un très très beau livre aux éditions Albin Michel. Super voilà bien. Pour aujourd'hui. Alors ça donne bien envie de le lire. Pamela de Stéphanie Deshaies. Oui, il marche d'ailleurs très bien. Je crois qu'il est à la 4e réimpression en un mois. Mais là, ça va monter après votre... mais vous allez voir. Elle n'a même plus besoin de ça, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup Aïda. On va terminer tranquillement cette émission sur la couleur avec Odile Bailleul. Et surtout, alors je voulais faire qu'on fasse un point internet. Non, je me suis posé la question, vous avez un site internet qui s'appelle lapetiteboutiqueDodile.com, vous avez un blog, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Instagram, etc. Est-ce que justement cette ouverture, le fait de proposer vos produits, votre façon de travailler, la création, etc. sur Internet, ça vous a pas aidé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le village, c'est plus Saint-Hermine, c'est le monde. Oui, d'ailleurs, vous vendez aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on vend partout dans le monde. Ça fait toujours plaisir d'aller à la poste avec la petite enveloppe depuis notre village jusqu'à partir en Australie, aux États-Unis. Donc c'est une belle aventure. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux facilitent et puis, j'ai envie de dire, motivent. C'est-à-dire que si on se donne cet impératif, qui n'en est pas un, mais de faire une petite publication tous les jours avec une petite création ou un petit focus sur un produit ou sur l'avancée du travail sur un tissu, et bien ça nous booste quand même parce que ça nous oblige à sortir une nouveauté très régulièrement, à la partager. Le retour qu'on a le retour est direct. Ouais. Alors, ça peut nous influencer aussi parce que, par exemple, là, toute la série de portraits qui avait été faite pas du tout dans un but commercial, il y a plusieurs clientes qui disent ça serait beau sur des tissus, on aimerait le voir sur du lin, éventuellement le broder. Donc c'est des pistes qui sont possibles parce qu'on a cet écho-là. Donc ça sert vraiment, je trouve, dans les deux sens. Est-ce que quand vous créez un dessin ou une illustration, un graphisme spécifique, par exemple, je dis n'importe quoi, sur les pivoines, par exemple, vous le postez sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur votre blog ou sur votre site Internet, pour vous dire, tiens, je vais tester le truc, je vais voir si c'est potentiellement vendable derrière. On ne teste pas, je ne teste pas la tendance à ce moment-là. C'est-à-dire que je vais faire un dessin de pivoine, je vais m'exciter toute seule sur le fond qu'on va pouvoir mettre, les couleurs, ça serait magnifique comme ci, comme là. Je vais partir dans des délires à moi toute seule, et puis je vais le poster pour partager cet enthousiasme-là. C'est pas forcément pour se dire, tiens, potentiellement direct, ça arrive ponctuellement, quand on a mis au point, par exemple, un kit avec 2-3 variantes, on ne sait pas trop laquelle choisir, on va montrer ça aux clientes ou au public, et on va leur dire, vous préférez quoi? Ça peut nous donner une tendance. Mais en général, on sort quand même les 3 parce que les 3, c'est mes enfants et j'ai envie de les voir tous les 3, mais ça peut nous donner une petite idée de ce qui va plaire aux clientes. Mais ça ne marche pas en amont, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un tissu pour plaire aux clients, parce que déjà, il faut que ça nous plaise à nous. On le défend d'autant mieux qu'on est convaincu de l'intérêt de la chose. Même si elle me disait d'un seul coup, il faut faire du bleu marine, je ne les écouterais pas. C'est ça. Vous avez une communauté de combien de personnes, vous savez ça? Des gens qui vous suivent? Sur la page, là, on est à peu près à 6 000 abonnés, ce qui n'est pas encore énorme. Je pense que ça pourrait l'être davantage, mais c'est vraiment des gens fidèles, c'est des gens qui commentent régulièrement, qu'on retrouve sur les salons, qui connaissent d'ailleurs les choses quelquefois mieux que moi, en me disant j'ai bien aimé tel portrait ou telle photo de fleurs. Vraiment, je m'en souviens à peine, mais il y a des dames pour qui ça a été important. Et puis ce partage d'un univers coloré, assez optimiste, je trouve, surtout par les temps qui courent, ça fait du bien. Et c'est souvent un écho qu'on a, c'est merci, tous les matins je vais sur la page, il y a quelque chose qui fait du bien, je commence la journée du bon pied. Quand il y avait les photos de petites souris, sur des périodes un peu difficiles, les gens étaient contents parce que ça fait penser à autre chose, et puis c'est un univers positif. J'ai 2-3 petites questions à vous poser pour terminer. Vous préférez les films en noir et blanc ou les films en couleur? Là, c'est vraiment une colle, parce qu'il y a vraiment des bons classiques en noir et blanc. Par contre, je les déteste recolorisés. Je trouve que ça fait vraiment kitsch à souhait. Donc, soit du bon noir et blanc, soit de la bonne couleur, mais l'intermédiaire, c'est pas toujours très heureux. Est-ce que vous avez la main verte? Oui. Ça, c'est pour Baptiste. Est-ce que vous êtes un vrai cordon bleu? J'aime bien cuisiner aussi, c'est de la création aussi. C'est-à-dire que je suis incapable de suivre une recette telle qu'elle est écrite. C'est ça serait peut-être bien avec un peu de ci, avec un peu d'épices en plus. La petite herbe, ça serait bien. Donc c'est jamais comme la recette, mais finalement il y a beaucoup d'expérimentation dans la cuisine.
tout cas, il faut qu'elle soit jolie à table. Ah, il faut qu'elle soit, soit jolie dans l'assiette aussi. Aussi. Il faut qu'elle soit bonne aussi. Qu'elle soit bonne, c'est quand même l'indispensable, mais il faut qu'il y ait un petit plus présentation. Et dernière question, préférez-vous être verte de rage ou rire jaune ? En tout cas, pas rouge de couleur, mais rouge de colère. Mais rire jaune, non, c'est pas bien non plus. Non, je sais pas. Je sais pas si vous êtes en colère. Je suis rarement en colère. La couleur, je pense, est un bon antidépresseur, en tout cas. En tout cas, oui. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'avoir de la couleur sur le plateau. En tout cas, merci. Vous pouvez contacter directement Odile sur son site internet. Ça s'appelle la petite boutique d'Odile.com. Il y a le blog. Il y a Instagram, enfin voilà, il y a les réseaux sociaux. Vous tapez Odile Bailleul, ça tout sur le moteur de recherche, vous la trouverez. Merci beaucoup, Odile. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Vous venez quand vous voulez. Aïda, Baptiste, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous embrasse.